Salut à tous, bienvenue dans ce 38e numéro d'Eco & Co. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie dans le Finistère, nous allons nous pencher sur le photovoltaïque. Après la diminution des aides pour l'achat du matériel, la baisse du coût de rachat de l'électricité par EDF, les énergies renouvelables ont de nouveau du plomb dans l'aile. Loïc Picot, le dirigeant de l'entreprise IEL basée à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, nous dira si oui ou non la filière photovoltaïque est en péril dans l'Ouest. Pour l'heure, on prend la direction de Plébain dans le centre Finistère. Graver un CD aujourd'hui, tout le monde en est capable, mais savez-vous graver un disque vinyle? La réponse est tout de suite moins évidente. Eh bien, un jeune musicien passionné de technique et féru de musique peut donner un second souffle à votre vieille platine vinyle. Avec son graveur, il crée un disque original et très tendance. Contre toute attente, les galettes reprennent du service. Les diamants délivrent de nouveau un son cristallin. L'histoire n'est pas que belle, elle est aussi économiquement rentable. Votre compile sur vinyle, c'est tout de suite dans notre rubrique In Situ. On le disait mort, enterré, eh bien non, le vinyle vit encore et ce craquement le prouve, tendez bien l'oreille. En 1982, l'arrivée du CD sonnait le glas pour la galette noire. Eh bien aujourd'hui, dans les bacs, les 33 et autres 45 tours trouvent leur place dans un marché pourtant moribond. Sur les 9 premiers mois de 2010, le marché de la musique enregistrée en France représente 340 millions d'euros en perte de vitesse de 2,2% par rapport à 2009. Si le CD plonge au détriment des téléchargements sur Internet, le vinyle, lui, reste stable. Les multinationales, quand elles ont lancé le CD, ont vraiment essayé de tuer le vinyle de façon définitive. Et c'est revenu par la demande de DJ, peut-être au début, sur l'électro, sur le reggae, mais il n'est pas mort, non, il n'est pas mort. Après, il représente aussi que 5% du marché, hein, mais c'est 5% qui sont stables alors que le CD a beaucoup baissé depuis quelques années, quoi. Une niche qui représente tout de même 17 millions d'euros, nourrie par des passionnés, des irréductibles amoureux de l'objet et du son du vinyle. Il y a un côté vintage, c'est sûr, hein, vraiment objet un petit peu ancien. Au niveau son également, c'est vrai que le CD a des... Qu'est-ce qu'on va dire il y a un côté pratique, côté conservation, tout ça, mais le vinyle a une chaleur sans doute et une qualité de son pour les personnes qui sont très très pointues au niveau technique son, en mettant pas beaucoup de moyens, on a un meilleur son avec le vinyle que le CD par exemple. DJ depuis une quinzaine d'années, Steven Chouet est avant tout un passionné du vinyle qu'il maîtrise sur le bout des doigts. Aujourd'hui, de cette passion, il en vit. Après avoir collectionné plus de 6000 vinyles, il a décidé de s'engouffrer dans une véritable niche professionnelle, la gravure de vinyle. À contre-courant, le jeune entrepreneur n'hésite pas à investir pour se lancer dans l'aventure Vinyl Grabber, sa société qui porte le nom de son site internet. Ça représente également un mouvement qui est en train de s'essouffler. Parce que, faut pas se leurrer, l'arrivée du digital, ça met une grosse claque au marché du vinyle. On voit les usines de pressage qui ferment les unes après les autres. On peut constater que les jeunes, parce que c'est avant tout eux quand même qui achetaient du vinyle, se tournent beaucoup plus vers des systèmes actuels digitaux, plus que vers vraiment la matière plastique en elle-même, quoi. Donc un mouvement qui s'essouffle, mais qui garde quand même tout son charme et qui, je pense, va perdurer, mais dans un milieu d'aficionados, quoi, uniquement. C'est en fréquentant les DJ qu'il sent qu'un créneau est à sa portée. En 2003, il achète son premier graveur de vinyle, le bouche à oreille fonctionne et rapidement les commandes affluent. La technique a ses limites, les diamants sont fragiles. Après plusieurs années de recherche, il trouve à l'étranger l'usine qui lui fabriquera sa tête de gravure. Il investit alors plus de 30 000 € dans le matériel. Équipé, il peut convertir n'importe quelle source, qu'elle soit analogique ou numérique, et graver un micro-sillon sur le format de disque souhaité par le client. Tu as ce format-là, le format 12 pouces, le 33 tours,
communément appelé 33 tours, bien que ça veuille rien dire du tout, puisque le 33 tours c'est juste une vitesse et non un format. Donc ça peut être gravé en 45 aussi, quoi. Ça peut tourner en 45 tours. Donc voilà, donc ces 3 formats de disques là, hop, qui font le bonheur de tous. Ben, ça va partir de, on va dire, entre 16 et 20 euros à peu près pour un 45 tours comme ça, pour un petit 7 pouces. Après, on va monter à 20 euros pour un disque vierge comme ça, d'accord. Et après, 25 euros pour un comme ça. Mais après à ça, en fait, ça c'est le prix des supports vierges. Uniquement. Après à ça tu rajoutes le prix de la minute. C'est-à-dire que par exemple sur un comme ça à 25 euros pièce, tu as 10 minutes à graver, ben, le prix à la minute c'est de 1 euro. D'accord, donc ça te fait 25 plus 10 minutes, 10 euros, donc 35 euros. Aujourd'hui, Steven grave entre 600 et 700 vinyles par an et génère un chiffre d'affaires de 40 à 45 000 euros. Mais attention, l'investissement matériel n'est pas la seule donnée. Le technicien est aussi et avant tout un artiste et un féru de musique. C'est pas du plug and play, quoi. On est loin du système informatique où tu branches, ça marche. Il y a plein de facteurs en fait qui rentrent en jeu là. Tu dois apprendre à graver, tu dois comprendre ce que c'est qu'un signal, tu dois comprendre ce que c'est que de l'analogique, du digital. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et puis un beau jour tu te lèves en te disant je veux graver du vinyle. Et puis le jour d'après, tu te dis waouh, c'est pas facile de graver du vinyle. Alors là, j'allume la tête de gravure en fait, le feedback, ce qu'on appelle le feedback. C'est-à-dire que là, ce qu'on entend dans les enceintes à présent, c'est le son qui est envoyé dans la tête de gravure. Si tu veux, le son part de l'ordinateur, d'accord ? Arrive dans l'ampli, le son est converti par ensuite dans la tête de gravure. La tête de gravure renvoie un signal, c'est-à-dire le signal qui va être gravé. C'est-à-dire que tu sais ce qui va être gravé, d'accord ? Donc s'il y a des erreurs, bah, c'est maintenant qu'il faut les écouter. Et pour ça, en fait, on prend le signal original, on le copie sur une autre piste et on va pouvoir alterner entre les deux pour pouvoir justement comparer. Voilà. Là c'est bon, on y est. Il y a pas, sur un morceau de toute façon comme ça, il n'y a pas grand chose à corriger. Donc bon, tout le monde a reconnu un morceau de Vitalik, donc je précise quand même que ce qui est fait là, c'est pas pour revendre, quoi, attention, quoi, parce que ça, ce que je fais là, c'est un truc, c'est illicite, on va dire. Il n'y a pas le droit de prendre un morceau comme ça, de le refaire. Voilà. Hop, donc voilà. On peut voir ici, quoi, le signal qui est gravé, puis la partie qui est non gravée du disque, quoi. Les commandes viennent des 4 coins de la planète. Le marché se développe. Avec son site internet, Steven s'est fait une réputation dans le monde très fermé de la gravure de vinyle. Aujourd'hui, Steven grave à son rythme et développe surtout son site internet. Il vend du matériel spécifique au monde des platines et oriente de plus en plus son activité vers la revente de vinyles vierges et de diamants pour ses confrères. Il vit de son activité mais se garde du temps pour créer ses propres compositions et il intervient régulièrement sur des projets d'autres artistes musicaux. Allez, avant de rejoindre notre invité, on fait un point sur les élections des 3 chambres de commerce et d'industrie du Finistère, dont les résultats ont été annoncés lundi. À Quimper, pas de suspense, Jean-François Garec a été réélu. La participation a atteint 24,04% des votants. En Cornouailles, à Brest, ce taux s'élève à 26% et Franck Bellion, à la tête de la seule liste présentée, succède à Jacques Kuhn. Un peu plus de suspense en revanche à Morlaix. 2 listes concouraient pour ces élections. Jean-Paul Chapalin devient le nouveau président de la Chambre de Morlaix devant Jacques Fentena, président de la CCI de Morlaix depuis 1997. Le Finistère présentera un candidat au poste de la présidence de la Chambre d'agriculture de Bretagne. On passe maintenant à l'invité de la semaine. Le gouvernement vient de décider de suspendre l'obligation de rachat de l'électricité par EDF sur les installations photovoltaïques de plus de 3 kW. Cette mesure ne touche donc pas les particuliers. Pour en parler, je reçois Loïc Picot, le dirigeant de l'entreprise IEL, basée à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Le responsable de la société est aussi membre d'un collectif d'entrepreneurs qui vient de se constituer afin de défendre la filière solaire en Bretagne. Loïc Picot, bonjour. Bonjour. Quelle est la raison de cette grogne ?
Alors en fait, le gouvernement vient d'annoncer un décret au 9 décembre pour lancer un moratoire pour revoir les conditions réglementaires du solaire et suspend les projets en cours à compter du 2 décembre. Donc en tant que professionnel, nous directement, c'est 50% de notre carnet de commandes qui est impacté sur 2011. Et c'est tout le travail qui a été fait depuis 6 à 8 mois qui est remis en cause. Donc en fait, au sein de notre collectif, on est favorable à mettre en place un moratoire, une concertation pour donner de la visibilité à la filière solaire, mais pas de suspendre les projets, pas arrêter le solaire pendant 3 mois et commercialement pendant 6 à 8 mois en 2011. Parce que là, concrètement, c'est un coup d'arrêt à tous les projets qui sont en cours. Donc la filière Grand Ouest est vraiment, au niveau du solaire surtout, est vraiment en péril. Oui, la filière est en péril puisque 50% du carnet de commandes impacté, c'est aussi des emplois à terme qui peuvent être menacés sur le Grand Ouest, mais aussi au niveau national. Jusqu'à maintenant, la filière solaire avait su créer depuis 2008 près de 20 000 emplois entre les différents industriels et les installateurs de ces champs solaires. Au niveau national. Et donc, directement, la filière solaire est impactée dans son développement et des ambitions qui étaient affichées pour l'objectif de 2020. Au niveau régional, le poids de la filière solaire, c'est quoi ? Alors, notre collectif rassemble 5 entreprises qui représentent 300 emplois et une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. En Bretagne, c'est plusieurs centaines d'emplois qui sont concernés par la filière solaire, avec plusieurs dizaines d'entreprises qui travaillent sur ce secteur. Alors on sent depuis quelques mois le vent a tourné pour tout ce qui est sur le solaire, le photovoltaïque notamment, diminution des crédits d'impôt, baisse du rachat de l'électricité par EDF. Alors est-ce que pour le gouvernement c'est un manque à gagner ? Alors, ça coûte cher, du moins, pour le gouvernement. C'est vrai qu'actuellement, le gouvernement se pose des questions en termes de coût de la filière solaire, se pose des questions aussi sur une file d'attente de raccordement au réseau qui, selon lui, crée une bulle spéculative. Donc, ce qu'on demande, nous, en tant que professionnels... C'est-à-dire concrètement, justement, cette bulle spéculative, c'est quoi ? Cette bulle spéculative, c'est en fait la crainte du gouvernement, c'est qu'on atteigne des objectifs bien trop rapidement, que certains opérateurs utilisent trop de matériel asiatique et donc viennent un peu au détriment de la balance commerciale française. Et donc, sur la base de ces arguments, le gouvernement a souhaité suspendre le solaire en France pour un moratoire de 3 mois, mais bien plus longtemps d'un point de vue commercial pour le développement des entreprises. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous attendez justement de ces tractations qui devraient avoir lieu ? Vous serez sûrement sollicité aussi. Donc, nous, on attend qu'il y ait une réelle concertation avec les professionnels du solaire, donc à l'échelle nationale, avec aussi le Conseil supérieur de l'énergie, donc l'Assemblée nationale et les sénateurs, pour qu'il y ait un vrai débat et donner de la visibilité à la filière, puisque en fait il y a 1 an de cela, on avait déjà eu une première baisse et une rétroactivité dans les dossiers. En septembre 2010, il y a eu une deuxième baisse tarifaire et plus le crédit d'impôt pour les particuliers au cours de l'automne. Et là, on arrive au quatrième événement pour la filière solaire en 1 an. Donc c'est un peu trop pour des professionnels, quoi. Et donc nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait cette concertation et qu'on mette en place une vraie transparence de cette file d'attente pour voir vraiment où sont les problèmes et s'il y a réellement une bulle spéculative et qui est à l'origine de cette bulle spéculative. C'est un point qui est assez important. Et puis donc on est d'accord pour revoir le cadre réglementaire, mais de façon concertée. D'accord, très bien. Louis Picot, merci. On suivra bien sûr ce dossier du photovoltaïque. C'est la fin de ce nouveau numéro d'Eco&Co. Vous pouvez bien sûr voir l'émission ou la revoir sur le site internet de la chaîne www.tbotv.fr. À la semaine prochaine. Salut.